Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré au Niger. Très rapidement, avant que je n'aborde les questions de droit avec Maître Brice Nzamba, dites-nous, professeur, vous êtes le plus âgé parmi nous et à cette table. Ça fait 60 ans. Oui. Le plus gradé, pas Oui. le plus âgé, le plus gradé. Oui, mais aussi le plus âgé. Quand on considère certains accords passés entre les anciennes colonies et la France, la question monétaire et les questions de défense, on se demande comment des gens ont pu accepter des accords comme ça. Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé pour que ceux qui ont conduit nos pays à l'indépendance, ceux qui ont pris le pouvoir, la gestion de nos États au lendemain des indépendances, aient pu accepter des accords comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, les juristes vous diront que c'est pas un accord. Un accord qui est léonin, c'est pas un accord. C'est un viol de personnalité, un viol de nation. C'est pas un accord. Il faut pas appeler ça des accords. C'est pas le cas. D'ailleurs, je l'en veux pour illustration. Lorsque Sékou Touré a décidé de discuter, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement français de l'époque a saboté l'économie du Niger en brûlant tout ce qui existait en termes de différents éléments, même en créant de la fausse monnaie. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas oublier cela. Donc, en fait, en réalité, je reviens sur la posture... C'est intéressant, c'est pas des accords. C'est d'une évidence totale que c'est pas un accord, c'est du mépris. C'est une violence coloniale. La violence coloniale, voyez, même dans le cas, pour vous l'illustrer, le président Sylvanus Olympio a été le premier et le seul, c'est pourquoi je l'appelle l'imbattu et l'imbattable, à payer la dette coloniale de 800 millions de l'époque, parce que le Togo était indépendant en 1958, il a dit, tant que je ne règle pas la dette coloniale, eh ben, je n'irai pas à l'indépendance. La dette coloniale, il mit les Togolais au travail, et les Togolais, justement... La dette coloniale, ça veut dire quoi? Ben, c'était 800 millions... Non, mais pas le montant. Mais c'est ce que la France... Pour avoir été colonisé... Bien sûr. Il faut payer. Mais c'est ce qui s'est passé pour Haïti, également. Oui, il y a des rétrospectives, je n'invente rien. Oui, je suis dans la réalité. Pas du tout. Je suis dans la réalité. On voulait comprendre la logique qui fonde, mais les ressorts qui fondent l'instauration de cette dette coloniale. Alors, je dis simplement que même quand cette dette coloniale a été réglée, comme le cas du Togo, et pour autant, ça n'a pas empêché le gouvernement français de l'époque, justement, de participer ou, justement, de faire ce coup d'État, d'organiser ce coup d'État et d'être à l'origine de ce coup d'État. Je vais dire, en fait, pour conclure, parce qu'il faut laisser les autres parler, oui. C'est-à-dire que les rapports avec la France, ce sont des rapports, il faudrait qu'elles deviennent matures. Le professeur Cheikh Anta Diop disait également, on l'avait rappelé, nous devons aider la France à acquérir le sens de ses intérêts. Le sens de ses intérêts, c'est la fraternisation avec les autres peuples, n'est-ce pas? Elle n'a pas à imposer une raison, ou bien sa raison, aux autres. Nous avons autant des scientifiques que nous sommes doués de raison. Et quand je continue de dire, et que je mets l'accent où je mets en saillie cette posture de mépris, eh bien, c'est cette posture de mépris qui est à l'origine de ce que j'appellerais des rapports maladroits qu'entretient la France avec ses anciennes colonies. Elle n'a qu'à revenir à la normalité. La normalité, les nations sont souveraines, elles ont des intérêts. On doit pouvoir discuter par rapport à ses intérêts. Mais on ne se réveille pas un peu tard, là? Mais il ne s'agit pas de se réveiller. C'était les collaborationnistes qui étaient au pouvoir. Oui, c'est vrai. Ceux qui étaient là pour diriger, ils ont été éliminés. C'est vrai, vous avez totalement raison. Faites en fait une cartographie des acteurs. Ouais. La cartographie des acteurs ou de point de vue. Quand je dis irréversibilité des avantages acquis de la posture coloniale, il y a des collaborationnistes qui s'alignent sur cette irréversibilité des avantages. Après, justement, on veut faire du break. Ce sont les États souverains qui disent « Non, je veux reconquérir ma souveraineté » et dealer normalement avec... Quoi de plus simple? L'Allemagne et la France, bien qu'ils se sont battus, et que des collaborateurs... Et qu'il y ait eu, en fait, des collaborateurs français et qu'il y ait eu des Africains qui ont participé à la libération. Vous regardez cet ensemble de choses. Mais il faudrait que la France se libère de ses œillères,
Ouais. et qu'elle essaye de... C'est vrai, et très rapidement. Quand je dis cela, c'est Ouais. pas le peuple français. Non, je parle c'est de la politique française, hein, la politique française, que l'on s'entende. Parce que la politique française est allée pour utiliser le terme de le sentiment anti-français, Wagner, comme si les Africains n'étaient pas capables de veiller à leur propre intérêt et que nous avons décidé du sentiment anti-français. C'est un narratif qui ne marche pas. Ce narratif ne marche pas. Nous sommes des personnes maîtrisons la science et des compétences universitaires dans les sciences, etc. Et nous sommes doués de raison. Brice nous en va très rapidement, avant d'aborder les questions de droit, mais la même question se posera et sera posée à Jean-Bernard Bikim. Comment expliquer les ressorts psychologiques chez la France politique qui fondent ce regard qui pose sur nous? On se rappelle encore, en février 2005, le Parlement français a même voté une loi sur le repositif de la colonisation. Oui, mais bon, moi je pense que il faut comprendre une chose, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a une longue histoire tout de même Ouais. entre la France et l'Afrique, et dans ces rapports-là, vous vous rappelez du discours de Jules Ferry, qui disait que les races supérieures ont un devoir et des droits sur les races inférieures, et il faut les civiliser. Vous voyez, donc là, et on est au 21e siècle. L'œuvre de la colonisation pour les Français consistait à civiliser les races inférieures, notamment la race inférieure noire. C'est ça. Donc maintenant, à partir du moment où dans les écoles sous la Troisième République, tout cela a été enseigné, ça imbibait un peu, je dirais, l'intelligentsia française. C'est-à-dire que les gens ont du mal encore à considérer que les Africains peuvent se gouverner eux-mêmes comme il se doit. Bon, ils le disent aussi parce que en face, il y a aussi des gouvernants africains qui valident cette hypothèse. Vous voyez, parce que si les Africains ne sont pas capables de se gouverner, nous voyons qu'il y a beaucoup d'États africains aussi qui ont du mal à se gouverner. C'est la vérité. Voilà. Donc en fait, il y a un discours, il y a un narratif français qui sous-tend un peu la psychologie des hommes politiques français, qui est validé par les dirigeants que eux ils cautionnent en Afrique, et ça crée en fait, un continuum idéologique qui crée en fait un discours qui s'auto-réalise. Oui. Donc pour eux, en fait, quand ils voient des Africains qui prennent un autre discours, ils ne peuvent pas penser que ce soit des Africains eux-mêmes. Voilà. Donc ils vont nécessairement penser que c'est d'autres influences qui les poussent à agir comme ça. Donc parce que il faut aider donc nos amis français à décoloniser leur pensée. Absolument. Parce que la vérité, c'est le travail de l'élite politique et intellectuelle africaine, d'aider l'élite politique et intellectuelle, une certaine élite politique et intellectuelle française à décoloniser leur esprit dans le rapport avec l'Afrique. Voilà. Jean-Bernard Bikim, quel est votre avis sur la question, un cas concret pour vous aider à émettre votre analyse sur la question de l'ambassadeur malien en France avait juste émis devant le Sénat français quelques réserves par rapport au comportement de quelques éléments de la Légion étrangère au Mali. Il a suffi que de cela pour déclencher le courroux des autorités de ce pays qui ont demandé le rappel immédiat. Illico presto. Cet ambassadeur indélicat qui ose dénoncer le comportement de certains éléments de la Légion étrangère après avoir salué l'effort que l'armée française est fournie. Comment comprendre d'où vient ce rapport psychologique qu'ils ont à leur ancienne... Une double réponse. La première réponse, c'est la situation coloniale. La seconde, et là je vais abonder, je vais aller dans le sens du professeur Johnson. La seconde, c'est la simple et stricte application de l'article 9 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques dans son alinéa 1 et 2. Ils n'ont pas besoin de motiver leur décision. Ils n'ont pas à justifier, oui. Effectivement. Et là, sur le Niger, ils font le contraire. Oui, c'est ça. Très rapidement, on a évoqué dans notre partie introductive la question juridique. Bazoum, c'est quoi aujourd'hui sa situation? Bon, mais pourquoi on ne lui dit pas, pourquoi on ne le met pas en examen si tant qu'on veut le juger? Comment comprendre? Alors, il faut dire que le statut du président Bazoum est un enjeu politique crucial. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que les nouvelles autorités politiques du Niger ne peuvent pas, puisqu'ils avaient formulé l'intention de l'attaquer pour haute trahison. Oui, mais il faut le faire. Ils ne peuvent pas le faire parce Pourquoi? que s'ils le font,
ça va attirer les foudres encore de la CEDEAO et de la communauté internationale. Donc c'est un statut délicat, éminemment délicat. Donc je pense qu'il faut aller au pourrissement, à la vérité. C'est-à-dire que le président là, on le Bazoum, détient sans raison, en tout cas sans lui notifier pourquoi on le détient. Juridiquement, c'est une forme de séquestration, puisqu'il n'a pas la liberté fondamentale d'aller et de venir. Hein, il est bloqué dans une résidence qui est surveillée. Il n'est pas libre d'aller et de venir. Donc, c'est une atteinte à sa liberté fondamentale. Juridiquement, c'est établi. Voilà. Donc, je pense que les nouvelles autorités du Niger doivent, dans le plus bref délai, trouver un statut au président Bazoum. Je pense que ce statut peut être discuté dans le cadre d'une concertation nationale globale avec les forces vives de la nation pour mettre en avant le plan de transition. Je pense que ça doit être discuté dans un concert national, dans le cadre d'un dialogue national global. Une requête, puisque vous êtes l'homme de droit ici, une requête a été déposée, je crois le 18 septembre dernier, auprès de la Cour de justice de la CEDEAO pour demander la libération immédiate de Bazoum. Quelle peut être la suite de cette requête? Oui, mais je pense que la Cour de justice de la CEDEAO va statuer sur cette requête. Et je pense qu'il y a de fortes chances que l'État du Niger soit condamné. Mais en revanche, je ne pense pas que cette décision va être applicable. Comme c'est le cas, par exemple, des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme qui ne sont jamais applicables. Hein. Vous vous rappelez, le président Ouattara a retiré la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme simplement parce que cette Cour avait considéré la candidature de M. Guillaume Soro comme recevable. Donc, c'est une cour qui va rendre sa décision. On peut citer d'autres cas. Il y a beaucoup de cas. Le Sénégal, le Bénin. Voilà, exactement. Donc, c'est le problème de cours de justice à caractère régional en Afrique. Le professeur parlait des institutions tout à l'heure. C'est ça. Oui. Donc, je pense qu'il y aura... Mais d'ailleurs, même dans cette requête, le président Bazoum s'est contredit un peu. On ne peut pas être chef de l'État, légitime comme on l'a dit, et attaquer l'État pour lequel on est le représentant. Donc, il y a un dédoublement schizophrénique assez extraordinaire. Nous sommes à la fin de notre émission. Très rapidement, votre mot de la fin, s'il vous plaît. Franchement, je dirais que... Quelle est l'issue l'issue que vous voyez pour cette crise? Croire au Père Noël est une chose. Mais le principe de réalité s'impose à tout le monde. Bazoum a été renversé. Et c'est fini. Il ne reviendra plus au pouvoir. Ce qu'il faudra maintenant, c'est très rapidement organiser les conditions pour que les Nigériens se reparlent entre eux. Donc, aller vers la justice transitionnelle, organiser une commission vérité réconciliation et voir comment on règle les problèmes des uns et les autres. Et pour ça, il y a une nécessité qui s'impose à Bazoum. Il faut qu'il démissionne et qu'il reconnaisse les nouvelles autorités, parce qu'il ne se passera rien. Personne ne vient de le tirer de là. Très rapidement, votre mot de la fin, très rapidement, professeur. Moi, je vous ai dit, il faut dissoudre la CEDEAO. Il faut dissoudre la CEDEAO. C'est ça votre mot de la fin? Absolument, parce qu'en fait, je voudrais des institutions qui soient à l'image de l'Afrique, qui reconquièrent sa dignité pour sortir de cet état vraiment de l'arbinisme dans lequel on se retrouve comme dernier de la classe, alors que nous disposons de plus de 80% des ressources mondiales qui rentrent dans l'industrie mondiale, et que nous avons en fait du capital humain, maîtrisant les sciences et les technologies, qu'on n'utilise pas, alors que nous avons la densité géographique la plus faible, et de surcroît, nous avons... Par l'insuffisance de nos politiques, par l'insuffisance d'une dynamique, d'une maîtrise stratégique, nous avons des enfants qui meurent dans la Méditerranée, alors que nous avons justement un chômage plus élevé et qu'on pouvait résoudre ce problème. Merci, professeur. Mais comme on a évoqué un point de droit, Jean-Bernard Bikim évoque un point de droit, on finira là-dessus. Brice Nzamba, quelle est l'importance juridique de l'acte de démission de Bazoum? Pourquoi c'est important qu'il démissionne? Ah oui, mais parce que s'il démissionne, ça veut dire qu'il n'est plus détenteur du pouvoir. Légitimement. Il n'est plus détenteur du pouvoir légitime. Mais là, il détient quoi? Oui, mais parce que là, légitimement... D'accord, sur le plan du droit. Pour les partisans de la légitimité, sur le plan du droit, c'est lui le président élu. Voilà, donc il y a des autorités de facto qui sont au pouvoir, et il y a le président de droit qui est Bazoum. S'il démissionne, ça veut dire que il n'est plus titulaire
de la légitimité du pouvoir qui, en ce moment-là, peut être incarné, puisqu'il démissionne, par les autorités. Merci à vous, maîtres. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat consacré au Niger, à la crise politique au Niger et à la question si une sortie de crise politique est encore possible. En tout cas, les jours à venir, les semaines à venir nous le diront. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.